L'ouverture d'une enquête sur les fuites qui ont permis la publication dans le Matin de Paris d'une lettre confidentielle du général Delaunay, le chef d'état-major de l'armée de terre, les élections prud'homales, la suspension de la séance du conseil d'administration de l'AS Saint-Étienne et le témoignage de notre invité ce soir, le chancelier allemand Helmut Kohl. Tels seront les principaux titres de cette dernière édition de TF1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Pierre Mauroy a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les fuites qui ont permis la publication dans le Matin de Paris d'une lettre du général Delaunay. Dans ce document frappé du sceau confidentiel défense, le chef d'état-major de l'armée de terre met en garde les autorités contre les contraintes financières prévues par la loi de programmation militaire pour la période 84-88. Pour le Premier ministre, la fuite de tels documents constitue une faute grave. Des sanctions s'imposent, a-t-il dit, et elles seront prises. Pierre Mauroy a fait cette mise au point dans l'après-midi alors qu'il visitait l'école de gendarmerie de Fontainebleau. Écoutez-le. Et je trouve symbolique que le jour même où s'achève ma tournée d'inspection des différentes armes, une opération soit montée tendant à mettre en doute la volonté du gouvernement de poursuivre l'effort de défense du pays. J'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer à la tribune de l'Assemblée nationale, en réponse à une motion de censure déposée par l'opposition. La France ne baisse pas sa garde. J'ajoute que notre budget militaire connaît en valeur réelle une progression supérieure à celle de beaucoup de nos partenaires européens. L'intérêt que le président de la République et le gouvernement portent à notre défense ne se traduit pas seulement par les arbitrages budgétaires. Le chef de l'État a rendu plusieurs fois visite aux armées et récemment encore, il a assisté à des démonstrations au camp de Cajun. En ce qui concerne les textes publiés aujourd'hui par la presse, je tiens à souligner qu'il ne s'agit que d'études sur des hypothèses. La loi de programmation militaire pour 84-88 n'est pas encore arrêtée. Le projet ne sera soumis au Parlement qu'au printemps prochain. D'ici là, plusieurs conseils de défense doivent se tenir sous la présidence du chef de l'État. Dans la lettre publiée par notre confrère Le Matin, le général Delaunay craint que les sacrifices demandés à l'armée de terre en fassent une armée diminuée dans ses effectifs, affaiblie dans ses structures, vieillie dans ses équipements et atteinte dans son moral. Cette lettre datée du 9 décembre dernier était adressée à l'origine au général Lacaze, le chef d'état-major des armées. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère de la Défense explique qu'il ne s'agit là que d'un document de travail dont les appréciations et les déductions ne peuvent être tenues pour définitives. Réaction de Georges Marchais ce soir à l'émission Face au public de France Inter. Pour le secrétaire général du Parti communiste, s'il s'agissait d'une opération de caractère politique visant à appuyer celle qu'a engagée la droite lors de la discussion du budget, cela poserait une question grave. Ce serait, a ajouté Georges Marchais, mettre en cause l'aptitude de la gauche à assurer la défense nationale. Réaction de l'UDF pour Jean-Marie Daillé, député de la Manche et membre de la commission de la défense nationale. La défense de la France est mise en péril par un gouvernement irresponsable et dissimulateur. Les socialistes, a-t-il dit, remettent en cause la sécurité de la France, et cela sans consultation préalable du Parlement. Après-demain, mercredi, près de 15 millions de Français vont élire leurs représentants au Conseil prud'homaux. 13,5 millions de salariés, 1 200 000 patrons pour 280 conseils de prud'hommes. En règle générale, les prud'hommes sont chargés d'arbitrer tous les conflits du travail. Cette année, par exemple, 150 000 affaires ont été traitées par leurs instances. L'enjeu, des milliards de francs, puisqu'il s'agit le plus souvent de faire verser aux salariés des indemnités de licenciement. Quel est l'intérêt de ces élections? Les explications de Sylvie. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Le premier enjeu de ces élections, c'est la justice du travail. Le rôle des conseillers prud'homaux est de trancher par voie de conciliation ou, si celle-ci n'aboutit pas, par voie de jugement, tout conflit entre employeurs et salariés. Deuxième enjeu, la représentativité des forces patronales et syndicales. Bien. En 1979, pour le collège salarié, la CGT était largement en tête avec 42,50% des voix. La CFDT obtenait 23%, FO 17,40%, la CFTC 7%, la CGC 5,1% et l'Alliance pour les libertés syndicales 2,5%, avec bien sûr des différences variables selon les sections.
Pour le collège employeur, la liste d'entente qui regroupait le CNPF et les PME obtenait 93,77% des voix, l'Union des professions libérales 1,81 et le syndicat de la petite et moyenne industrie 1,46. Bien sûr, cette année encore, syndicats et employeurs se battent pour obtenir les meilleurs scores, mais le contexte politique et syndical a radicalement changé depuis les élections de 1979. La victoire de François Mitterrand et de la gauche en mai 81 a modifié les rapports gouvernement-syndicat. Le gouvernement est en effet davantage à l'écoute des revendications syndicales, même si, on le voit tous les jours, il existe encore des désaccords. Une première remarque sur les élections d'après-demain. Les employeurs présentent beaucoup plus de candidats qu'en 1979, en particulier parce que le syndicat national de la petite et moyenne industrie en a lui-même 21% de plus. La suprématie du CNPF, regroupée cette année avec la FNSEA et les PME, sera-t-elle sauvegardée? Côté salarié, la bataille syndicale semble encore plus dure. La CGT restera-t-elle encore largement en tête? Il est difficile de le dire. Rappelons pour mémoire qu'aux dernières élections professionnelles, la CGT a baissé à Renault-Billancourt, mais a progressé aux usines Citroën d'Aulnay. Donc, jeudi, la comparaison des résultats obtenus d'un côté par le bloc réformiste, FO, CFTC et CGC, et de l'autre par les deux centrales CGT et CFDT, montrera comment les salariés jugent les positions des syndicats à l'égard de la politique gouvernementale. La Confédération générale des petites et moyennes entreprises a tenu aujourd'hui son assemblée générale, une assemblée qui se poursuivra demain et qui est placée sous le thème de la main tendue au pouvoir public, tout en conservant une attitude critique vis-à-vis du gouvernement. Les PME sont en effet inquiètes car elles éprouvent parfois des difficultés, notamment pour exporter en raison des tracasseries administratives. Mais ces PME peuvent aussi parfois bénéficier de l'aide d'entreprises plus importantes qu'elles et parfois plus expérimentées. C'est ce qui s'est passé à Aqaba en Jordanie, où une centaine de sociétés françaises participent à la construction d'une grande usine d'engrais phosphatés. Jacques Barbeau. Au bord de la mer Rouge et en face du Sinaï, l'usine d'Aqaba est la plus grande réalisation industrielle de Jordanie. Inaugurée il y a quelques jours au son des cornemuses par le roi Hussein, cette usine est en fait l'un des plus grands complexes d'engrais phosphatés du monde. À la base, le phosphate jordanien, qui, mélangé au soufre et à l'ammoniac, permet la production d'engrais phosphatés ammoniaqués utilisés dans l'agriculture. L'usine d'Aqaba a été construite en 4 ans avec comme maître d'œuvre Spi Batignolles, une des premières entreprises françaises exportatrices de grands ensembles industriels. Près de 300 entreprises représentant une douzaine de pays ont participé à sa construction. Les tuyauteries sont japonaises, le circuit électrique britannique, mais le fait que l'entrepreneur général soit français a drainé des petites et moyennes entreprises qui n'auraient pu seules exporter leur technologie. Il y a des petites et moyennes entreprises, peut-être une centaine d'entre elles, qui sûrement n'auraient seules eu aucune chance de fournir de l'équipement ou de l'installer. Il leur fallait un cadre juridique, un cadre financier et une direction effective de l'entreprise pour le faire. Ce filtre, une plaque tournante de 150 tonnes qui sépare les éléments solides et liquides, a été fabriqué par une PME de Normandie qui emploie 200 personnes et qui exploite depuis plusieurs années un brevet Rhône-Poulenc. Cette PME consacre ainsi 75% de son chiffre d'affaires à l'exportation. L'usine d'Aqaba, située au bord de la mer Rouge, dans une région touristique, est non polluante. Seule de la vapeur d'eau sort de ses cheminées. « 75% du personnel de cette usine, dont les techniciens et les cadres, sont jordaniens. Un exemple de transfert de technologie. Helmut Kohl est arrivé ce soir à Paris. Le chancelier allemand doit assister à une réunion de l'association des partis chrétiens-démocrates et conservateurs à Paris. Demain matin, avant de regagner Bonn, il s'entretiendra avec François Mitterrand au cours d'un petit déjeuner. C'est d'ailleurs la deuxième fois en l'espace de 3 jours que les deux hommes se rencontrent. Samedi dernier, à l'occasion du sommet européen de Copenhague, François Mitterrand et Helmut Kohl avaient déjà partagé leur petit déjeuner. Monsieur le chancelier, merci d'être ce soir notre témoin en duplex de l'hôtel dans lequel vous résidez. Vous vous trouvez aux côtés de Jean-Claude Paris. Monsieur Kohl, on parle beaucoup aujourd'hui de crise, de problèmes commerciaux.
Alors, compte tenu de la montée de cette crise et de la dégradation de l'économie mondiale, ne craignez-vous pas, monsieur le chancelier, que l'amitié franco-allemande soit ébréchée par des problèmes commerciaux? Ich glaube das nicht. Non, je ne le pense pas. Ich glaube, dass das, was in diesen Jahrzehnten gewachsen ist, zwischen que den ce beiden qui est né Völkern trägt. entre ces deux peuples au cours Das, was des dernières gewachsen ist années aus den Erfahrungen zweier schrecklicher Kriege, cela est né de l'expérience de deux guerres affreuses, une expérience qui a commencé à Verdun lors de la Première Guerre mondiale et qui a été confirmée de façon dramatiquement historique durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je fais partie de cette génération qui, lorsqu'elle a quitté l'école, avait appris à fraterniser. Et pour moi, l'Europe, c'était un grand idéal de l'époque de ma jeunesse et de l'école. Schuman, de Gasperi, plus tard Charles de Gaulle, ont fondé l'amitié franco-allemande. Ce n'est pas une amitié entre gouvernements. Les gouvernements viennent et s'en vont, les peuples restent, et l'amitié franco-allemande est une amitié des peuples. La génération plus ancienne a fondé cela à partir de l'expérience de ce siècle. Ma génération, parce que après la guerre, nous avons voulu construire cette Europe. Et les jeunes, la génération de mes enfants, ne pourraient imaginer une autre politique. Au dernier sommet franco-allemand, vous-même et le président français avez beaucoup parlé des problèmes de sécurité. Jusqu'où pourrait aller une coopération militaire franco-allemande renforcée? N'est-elle pas forcément limitée par la force du pacifisme en Allemagne, par votre présence dans l'OTAN aux côtés des Américains, et aussi par la crainte de l'URSS, dont dépend en partie vos bonnes relations avec l'autre Allemagne? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben die gleichen Non, je ne le pense pas. Nous avons les mêmes intérêts sur le plan de la défense. Le Rhin n'est fait que 300 mètres de large entre Strasbourg et Kehl. Ce sont 300 mètres d'eau qui séparent seulement deux pays. Et de là où je suis, en Allemagne, je suis très proche de la frontière de l'Allemagne de l'Est et du mur et des barbelés. Et nous sommes particulièrement sensibles à cet état de choses. Nous savons que seul un effort commun des Européens dans le cadre de l'alliance avec l'Amérique, nous pourrons défendre la paix, comme nous avons pu défendre la paix au cours de ces dernières années. Et puis, il y a un nouveau défi. L'Union soviétique a accru sa puissance militaire sur le plan conventionnel et sur le plan nucléaire. Et, depuis des années, en Occident, nous avons décidé de négocier, et dit que nous voulions négocier de façon sérieuse avec l'Union soviétique. Nous voulons la détente, nous voulons un contrôle des armements à l'échelon mondial, mais nous voulons que cela se fasse des deux côtés et simultanément. Et nous voulons que l'Union soviétique soit prête à prendre des mesures dans ce sens. Tel est l'esprit des négociations à Genève. Il y a une double décision qui a été prise à l'OTAN. D'une part, nous voulons négocier, nous voulons désarmer de façon contrôlée, mais sur le plan mondial, mais si nous n'y parvenons pas avec l'Union soviétique, en même temps, nous sommes prêts à nous doter d'armements modernes. Et je peux vous le dire très franchement, très tranquillement, et je le dis aux auditeurs français, le gouvernement fédéral que je dirige et la majorité de mon pays dit oui aux deux parties de cette décision. La volonté de détente et de désarmement, mais si nous n'y parvenons pas, nous ne reculerons pas à nous doter des armements modernes. Bien entendu, il y a un débat chez nous, il y a le débat du neutralisme, mais ça ne se limite pas à l'Allemagne. Mais ne croyez pas que ce soit la majorité. La grande majorité de mon pays poursuit une pays qui se fixe pour objectif la paix et la liberté. Et cela ne peut se faire qu'ensemble avec nos amis français, avec nos amis anglais, avec les autres pays de l'Europe libre et, le cas échéant, avec l'Amérique. L'armée française a des unités très, très importantes chez nous. L'armée du Rhin britannique également, comme les Américains également. Les alliés sont dans le pays et ensemble, avec ces 500 000 hommes de la Bundeswehr, nous défendrons ensemble l'Europe. Personne ne doit penser qu'il s'agit ici seulement de la République fédérale, il s'agit de l'Europe libre.
Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux que 19 ans après ce traité de l'Élysée, le traité d'amitié franco-allemand, et après sa signature, pour son 20e anniversaire, nous parvenions à réaliser, y compris dans le secteur de la défense, cette coopération que nous visions. Je m'en félicite et je suis très heureux que le président Mitterrand partage cette conviction. Vous avez vous-même dit, quand vous avez été élu chancelier, qu'il ne pouvait pas y avoir d'Europe sans amitié franco-allemande. Or, en ce moment, il ne se passe pas de jour sans qu'un de vos ministres reproche à la France de faire du protectionnisme, ou bien qu'un industriel français se plaigne qu'il ait du mal à vendre ses marchandises en Allemagne, pour des problèmes de réglementation dont il dit qu'ils n'ont rien à voir avec la protection du consommateur, mais avec la protection du marché. Aujourd'hui, n'avez-vous pas peur d'un divorce du couple franco-allemand pour des questions commerciales ? D'abord, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que l'amitié franco-allemande, c'est le noyau du développement européen. Personne d'ailleurs ne doit se faire d'illusions sur ce point. Sans les États-Unis d'Europe, il n'y aura d'avenir ni pour les Français ni pour les Allemands. Et c'est dans cette voie, il y a bien entendu des problèmes, il y a des intérêts divergents. Mais en Allemagne et en France et partout en Europe, il y a des problèmes avec la monnaie, des problèmes de relance économique. Partout, ce sont des problèmes que rencontrent les sociétés industrielles modernes. Nous avons des points de départ différents, des attitudes différentes peut-être face à ces problèmes, par exemple en France et en Allemagne. Mais il y a tout un débat qui se situe dans ce cadre de ce qu'on appelle le protectionnisme, et il y a des divergences. Nous en avons discuté à Copenhague et je pense que nous devrions peut-être parler beaucoup plus entre nous. Je crois qu'il serait important peut-être que nous essayions de mettre tous nos péchés sur la table, si j'ose dire, pour essayer de voir comment nous pouvons éviter ce protectionnisme, essayer de parler tout simplement. Il ne s'agit pas de se jeter des anathèmes, il s'agit de discuter. Songez à ce qui nous a séparés pendant 300 ans d'histoire entre la France et l'Allemagne. Eh bien, nous avons beaucoup progressé. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans cet hôtel à Paris et nous discutons ensemble, nous, les Français, nous les Allemands. Mais nous parlons surtout en tant qu'Européens. C'est un pas énorme que nous avons fait avec une bonne volonté et en étant prêts à aller à la rencontre l'un de l'autre et d'aider l'autre, ne pas laisser à chacun résoudre ses problèmes seuls, mais attaquer les problèmes ensemble. Je suis convaincu que nous parviendrons à surmonter cette période très difficile. Je suis optimiste. Je ne nie cependant pas qu'il y ait des problèmes graves. Monsieur Cole, pardon de vous interrompre. Nous sommes malheureusement obligés d'interrompre l'antenne car nous avons des impératifs de temps. Je rappelle, merci d'avoir en tous les cas apporté votre témoignage. Je rappelle tout simplement que demain matin, vous allez rencontrer François Mitterrand. Retour en France, un certain nombre de mesures seront soumises au prochain Conseil des ministres. C'est l'Élysée qui l'a annoncé à l'issue de la rencontre entre François Mitterrand et les représentants de 11 associations de handicapés. Le chef de l'État a réaffirmé à ses interlocuteurs la priorité qu'il entend donner aux besoins de ceux qui, notamment du fait d'un handicap, rencontrent des difficultés particulières. Mais avant de recevoir les organisations de handicapés, le président de la République a effectué une visite surprise à l'école Daniel Casanova à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Bertrand Coq. Bonjour. L'école qu'a visité cet après-midi François Mitterrand, accompagné de Pierre Bérégovoy, conduit une expérience originale. Ouais, ça marche. Oh, tu ris? Ces jeunes enfants malentendants apprennent à parler avec des professeurs spécialisés. Mais l'objectif, c'est d'abord de faciliter leur intégration en milieu scolaire dit normal. Un petit lit. Une expérience qu'a voulu encourager le président de la République. Patrick, regarde, un petit lit. On dit aussi que le gouvernement est à la recherche d'un langage social et qu'il ne l'a point trouvé. Est-ce que c'est votre avis? Le langage social, il est là. Il est dans l'effort de milliers et de milliers de gens, professionnels, familles, parents, enfants, qui vivent le problème social. C'est leur vie tous les jours. Il s'agit de savoir si on leur donnera ce qui manque, et ce que seule la collectivité nationale peut apporter. C'est ça, je le répète, le devoir du gouvernement. De retour à Paris, François Mitterrand a reçu à l'Élysée d'autres handicapés représentants d'associations.
Une rencontre pour parler encore une fois de la place des handicapés dans la vie sociale. La séance du conseil d'administration de l'AS Saint-Étienne qui se tenait ce soir au stade Geoffroy-Guichard et qui avait été suspendue après la démission de M. Pierre Fournéron a été définitivement interrompue il y a une demi-heure environ. Depuis 20h30, le nouveau conseil d'administration était réuni pour tenter de trouver une solution à la crise, une réunion mouvementée. Pierre Fournéron, qui était la tête de liste des partisans de M. Rocher, a claqué la porte. En quittant la salle, il a déclaré que le club stéphanois était ingouvernable et qu'il n'y aurait jamais de paix à la SSE. Déjà hier soir, au cours de l'Assemblée générale du club, où avait été élue la liste favorable à M. Rocher, des incidents se sont produits entre partisans et adversaires de l'ancien président Rocher. Le compte-rendu de cette Assemblée générale avec Daniel Potra. Daniel ? À la tête des anti-Rocher, Maître Buffard semblait bien seul hier après-midi face à 1500 supporters de l'ancien président des Verts. Dans cette ambiance favorable, l'inculpé Roger Rocher s'est transformé en procureur. J'accuse ce comité de direction provisoire d'avoir saboté le club et d'avoir créé ce gâchis énorme. Il faut 20 ans pour faire pousser un arbre et 15 minutes pour l'abattre. La vérité est que ce ne sont pas les réserves financières occultes de l'association sportive de Saint-Étienne, appelée Caisse Noire, qui ont fait la crise du club. Si Roger Rocher, ex-président, n'avait pas été candidat au conseil d'administration, il n'y aurait pas eu de procédure judiciaire. Le montant des réserves financières occultes était connu de Maître Buffard et de Maître Fiello. La plus grave erreur que j'ai commise dans le club a été de renouveler le contrat de Robert Herbin en octobre 1993. Robert Herbin, l'entraîneur, qui s'était rangé dans le camp des anti-Rocher, devra donc se soumettre au nouveau comité directeur ou peut-être se démettre. La Caisse Noire, on s'en fout, ont crié les membres du club. C'est l'affaire de la justice. Tout le monde savait qu'il y en avait une, mais nous, ce que nous retenons, c'est qu'avec Rocher, Saint-Étienne était le plus grand club de France et qu'aujourd'hui, il est au bord de la faillite. Oui, c'est vrai, il n'est pas certain que les joueurs reçoivent dans les délais leur paye de décembre, car il y a 3 fois moins de spectateurs que l'année dernière au stade Geoffroy-Guichard et les caisses sont pratiquement vides. Vous nous avez soutenus de façon massive. Je souhaiterais que ce soutien se manifeste au stade Geoffroy-Guichard et que vous reveniez tous au stade et que dimanche prochain, contre Bordeaux, le stade soit comble et que nous soutenions l'équipe de Saint-Étienne qui triomphera dimanche prochain. Ce sera pour nous la plus belle victoire. Voilà, avant de conclure avec la météo, en nous excusant bien sûr auprès des programmes, une dépêche qui me parvient à l'instant. Un homme armé s'est enfermé seul dans son pavillon en fin d'après-midi à Mainvilliers dans l'Eure-et-Loire. Ce forcené dont les policiers refusent de donner l'identité a déjà tiré plusieurs coups de feu sans atteindre personne. Il affirme qu'il veut tuer sa femme ou se donner la mort. La police urbaine de Chartres est sur les lieux. Elle a reçu dans la soirée le renfort des hommes de la brigade anti-commando venus de Paris et tente de parlementer avec l'homme qui semble ne rien vouloir entendre. Affaire à suivre donc dans notre journal de 13h demain. La météo pour conclure, à 23h44, le temps sera frais et brumeux le matin sur le nord-est du pays. Ensuite, le ciel se couvrira et il pleuvra en soirée. Ailleurs, les pluies qui affecteront le matin les régions du nord-ouest s'étendront à l'ensemble du pays, épargnant seulement les régions méditerranéennes et les Alpes, où le ciel deviendra nuageux. Voilà, prochain rendez-vous avec l'actualité demain 13h. Vous retrouverez bien sûr Marie-Laure Augry. D'ici là, une excellente nuit à toutes et à tous. À demain. Et quelques mots encore avant de fermer l'antenne pour ce soir, afin que vous sachiez dès à présent que demain soir à 20h30, TF1 vous présentera une œuvre de Marivaux. C'est un divertissement en un acte, L'épreuve,
interprété principalement par André Dussolier ainsi que Magali Lenoir et Jean-Luc Moreau, dans une réalisation, une mise en scène de Claude Santelli. À signaler d'ailleurs que pour sa qualité, cette œuvre et notamment cette mise en scène ont reçu le prix de la Fondation de France. Et puis pour terminer la soirée, l'Institut national de l'audiovisuel nous proposera le portrait d'une romancière américaine. Il s'agit de Mary McCarthy. C'est à 22h05 que vous pourrez voir ce portrait. Les autres rendez-vous, Denise Fabre vous en parlera en détail dès 12h, dès midi. Premier rendez-vous, ce sera d'ailleurs pour la météo. On en reparlera donc demain. Et puis vous savez que vous pourrez passer l'après-midi du mardi en compagnie de Swazik Korn pour l'émission Féminin Présent qu'elle vous propose avec Marianne Morance. Pour l'instant, à tous une très bonne nuit et de doux rêves. Bonsoir, dormez bien.